Bonjour et bienvenue sur Malisa Capital TV dans cette émission Éduc Action ou l'éducation en action. Donc, comme vous le savez, une émission coproduite par Malisa Capital TV et Éduc Nation Consulting Inc. Nous sommes à Ottawa, la capitale fédérale du Canada, pour enregistrer deux éditions de l'émission Éduc Action. La première qui portera sur l'alcool, les drogues, les dépendances, les jeunes et le milieu scolaire, et la seconde émission qui portera sur le cannabis un an après sa légalisation au pays. À bientôt. Bonjour. Le plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est le mien également. Bonjour Bertrand. Bonjour Alexandra, merci. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Oui, vous êtes au service aux jeunes et familles de Maison Fraternité. Excellent. Alors, cette émission Éduc Action est une collaboration de Malisa Capital et d'Éduc Nation Consulting Inc. Donc, nous avons fait un bon voyage et puis nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité. C'est un jour sans travail normalement pour vous. Oui. Mais vous avez tenu à nous ouvrir les portes et à nous présenter les services de Maison Fraternité. Ça fait plaisir. Bonjour et bienvenue à cette autre édition d'Éduc Action ou l'éducation en action, dans un partenariat entre Malisa Capital TV et Éduc Nation Consulting Inc. Nous sommes à Ottawa, édition spéciale avec Loïs Alexandrian. Bonjour Loïs. Bonjour Bertrand. Et à ma gauche, Alexandra Fortin. Bonjour Alexandra. Bonjour Bertrand. Donc Loïs, vous êtes la directrice de la Maison Fraternité. Directrice des services aux jeunes et familles de Maison Fraternité. Merci pour la précision. Vous êtes psychologue? Oui aussi, clinicienne. Ok, merci. Et Alexandra, vous êtes criminologue? Oui, criminologue et psychothérapeute. Et psychothérapeute également. À la direction adjointe des services aux jeunes et familles de Maison Fraternité. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler aujourd'hui des drogues, alcool, drogue, donc des dépendances et des jeunes, hein, de toutes les implications pour les jeunes, pour les familles et pour le milieu scolaire en général aussi, si vous le voulez bien. Mais avant d'aller au cœur de la thématique, quelques mots pour que nos téléspectatrices, téléspectateurs puissent en apprendre davantage sur vous. Loïs, quelques mots sur votre parcours professionnel un peu, juste quelques. Donc, ça fait quand même plusieurs années que j'exerce le métier de psychologue clinicienne. Mes spécialisations sont au niveau de l'abus de pouvoir, les dépendances et les couples et familles. Merci Loïs. Alexandra, quelques mots, vous êtes criminologue, psychothérapeute, depuis combien d'années? Quelques mots sur votre cheminement professionnel. En fait, un peu comme Loïs, évidemment, j'ai travaillé en dépendance et en santé mentale. J'ai aussi des intérêts et des spécialisations au niveau des comportements de violence et au niveau de la délinquance. Une de mes spécialisations, c'est la thérapie en contexte non volontaire. Donc, les gens qui sont un petit peu contraints par le contexte de venir en thérapie. Merci. Merci. Donc, le décor est planté. Maintenant, on va parler de la Maison Fraternité qui nous accueille aujourd'hui. Lors de nos échanges, de nos précédents entretiens, j'ai compris qu'il y a trois, on va dire, succursales ou trois maisons, on va dire. Là. De quoi s'occupe chacune de ces succursales? Et puis, peut-être avant, quel est l'historique de la Maison Fraternité? Donc, Maison Fraternité existe depuis plus de 50 ans. Et à l'origine, sa mission était davantage au niveau de la toxicomanie.
Ensuite, avec les années, nous avons changé pour devenir davantage axés sur la toxicomanie et la santé mentale, donc les troubles concomitants, quand il y a un problème de santé mentale qui est jumelé au problème de toxicomanie. Et maintenant, avec la venue de la cyberdépendance, donc toutes les dépendances au niveau de la technologie, Maison Fraternité est rendue spécialisée en dépendance et en troubles concomitants. Okay. Voilà Et comme vous avez parlé tantôt, vous êtes actuellement au service aux jeunes et familles. Donc, nous avons ici une résidence au deuxième étage et un programme de jour. Joint à ça, en milieu scolaire, parce que nous avons un partenariat privilégié avec les 2 conseils scolaires francophones à Ottawa, nos psychothérapeutes se rendent à l'école 1 à 2 jours par semaine pour rencontrer les jeunes qui leur sont référés. Et bien sûr, on a des services aux parents et familles parce que les personnes en détresse, c'est souvent les parents et les familles, alors que les jeunes nient souvent le problème. Mais le point de départ de tout ça, c'est le programme de prévention. C'est vraiment un programme qui vise, à partir de la 4e année jusqu'à la 12e année, d'équiper les élèves face aux influences, en leur apprenant des habiletés de base, telles la résolution de problèmes ou l'affirmation, et de façon à ce qu'ils puissent poser, avoir une réflexion et prendre des décisions éclairées face aux influences autour de la consommation. Nous allons parler de ces influences, puisque c'est probablement au cœur de la question de dépendance, mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'une dépendance? Comment peut-on définir le mot dépendance? À quel moment peut-on considérer qu'un individu est dépendant? OK. Mais je pense qu'il faut commencer un petit peu plus tôt parce que les gens ne commencent pas avec une dépendance. Ils commencent avec une consommation occasionnelle, peut-être une fois par curiosité, par le goût d'être avec leur père, puis ça peut progresser à une consommation occasionnelle plus fréquente, et ensuite de ça, pour certains des jeunes, pour certaines des personnes, on parle d'une dépendance. Et c'est vraiment une envie répétée et irrépressible de consommer. Donc, on parle de drogue, d'alcool et de médicaments consommés de façon non médicale. Mais on parle aussi de conduite telle que on voit dans la cyberdépendance, donc avec les médias sociaux, avec le gaming, mais aussi le gambling, la pornographie, donc toutes ces conduites-là. Puis la personne, avec cette envie répétée, ne parvient pas à réduire ou à cesser ces comportements-là, même avec une motivation importante ou des efforts à réduire ou arrêter ces comportements-là. Vous avez parlé là de plusieurs types de dépendance. Vous avez mentionné les drogues, l'alcool, et puis depuis quelques années maintenant, avec le développement technologique, de la cyberdépendance. Je voudrais qu'on touche un mot un peu sur ces 3 formes de dépendance. Commençons par les drogues. Vous avez bien mentionné que ça commence tout doucement par... on consomme un petit peu, un joint, ou enfin, pour faire plaisir, j'imagine, peut-être à son entourage, aux amis, pour faire partie du groupe. Mais comment est-ce que ça dégénère finalement? Comment est-ce qu'on en arrive au stade de la dépendance? Okay. Bien, je pourrais peut-être vous parler du cycle de la dépendance. Okay? So, le cycle commence avec une situation qui nous dérange. Ça peut être un traumatisme, ça peut être un événement difficile comme un changement au niveau du climat à la maison, ça peut être vraiment des échecs importants dans la vie de ces jeunes-là. Et face à cette situation-là, les jeunes vont vivre différents sentiments, la colère, la culpabilité, la honte ou la peur. Et va être à la recherche de solutions, bien sûr, comme nous tous, pour que ça arrête, parce que on veut que cette situation se résorbe. Et donc, vont commencer à regarder, OK, quels sont les moyens à ma disposition.
Et certains jeunes vont être interpellés par des moyens à court terme. Et donc, drogue, alcool, tout moyen qui permet d'éviter. Donc, ça peut être d'investir de façon régulière et fréquente avec les médias sociaux, le gaming, le gambling et tout ça. Et bien sûr, étant attirés vers ces moyens-là, certains vont passer à l'acte et vont essayer ces moyens-là. Et dans le cerveau, parce qu'il y a un bien-être qui est recherché, dans le cerveau, on a un système hédonique qui, par le truchement de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, qui est déclenché à ce moment-là, récompense en quelque sorte le geste qui a été posé. Et donc, plus que la récompense est grande, plus que, bien sûr, on risque de répéter. Et après ça, bien sûr, il y a un apaisement parce que ça fonctionne. Oh my goodness, pendant un certain temps, exactement, j'y ai pas pensé. Mais après ça, dépendamment du comportement et de l'impact, il peut avoir des conséquences aussi négatives. Donc, où la jeune peut se sentir coupable ou parce que c'est des effets temporaires, c'est un moyen temporaire, devient insatisfait parce que ça ne dure pas assez longtemps. Et après ça, devient fait face davantage au vide ou au manque, parce que là, ça ne fonctionne plus, je pense encore à ça, ça m'affecte à l'intérieur, et ça augmente les possibilités que la prochaine fois qu'il y a un événement qui me dérange, que je répète le cycle. Et donc, il y a ce cycle répété. Plus que ce cycle est répété, plus que la dépendance est renforcée. Et le piège se referme en quelque sorte. Le piège se referme tranquillement, pas vite, effectivement. Okay. Est-ce que c'est le même cycle pour les drogues que pour l'alcool ou pour la cyberdépendance? Oui, c'est le même phénomène au niveau de l'impact dans le cerveau, quand le cerveau sécrète cette dopamine pour renforcer avec un effet de « Ah, ça fonctionne, je me sens mieux ». Donc, pour toutes les dépendances, ce site est sollicité. Okay. Parlons de la cyberdépendance. Ça fait des ravages, hein, on le voit dans les écoles, beaucoup d'enseignants se plaignent, les jeunes étudiants, élèves ne peuvent pas ou ne parviennent pas pour plusieurs d'entre eux à se départir de leur cellulaire, même en plein cours. Les familles, les parents se plaignent à table. D'ailleurs, les parents ne sont pas exempts de cyberdépendance, au même titre que les jeunes. Comment rompre ce cycle-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense qu'il faut regarder qu'aujourd'hui, on est en 2019. Et aux 2 ans, il y a un sondage qui est passé à travers l'Ontario auprès des élèves anglophones et francophones de la 7e à la 12e année. C'est le sondage sur la consommation des drogues et la santé des élèves en Ontario. Et le sondage qui a été passé en 2019 en 2017, démontre que les élèves, un élève sur 3, si je ne m'abuse, Alexandra, passent au moins 5 heures par jour dans leur temps libre, on ne parle pas à l'école, oui, dans leur temps libre sur les électroniques, donc tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs, gaming. Donc, c'est vraiment une réalité qui, à l'origine, on aurait pu croire que c'était juste relié au scolaire, mais qui est vraiment, qui prend beaucoup de place dans l'endroit qui était réservé au passe-temps, aux intérêts, à la socialisation. Donc, c'est comme si ça envahit ce territoire-là. Et pour certains jeunes, les relations en ligne ont une plus grande importance que les relations hors ligne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à ça, Alexandre? Bien, je pense que le danger, c'est de tomber dans... essayer de trouver une explication en termes de nombre d'heures. Puis c'est là où c'est important de s'intéresser au en ligne, à la vie en ligne versus la vie hors ligne. Parce qu'on ne pourra pas catégoriser. On ne pourra pas dire
un jeune qui passe X nombre d'heures sur son ordinateur, par exemple, a un problème de cyberdépendance, puis l'autre qui passe moins d'heures en a pas. Donc, ça ne se calcule pas comme ça se calcule vraiment en conséquences, comme Loïs le disait, au niveau d'investissement. Est-ce que j'ai des activités hors ligne qui sont satisfaisantes? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai des loisirs? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que j'ai des choses dans la vie hors ligne? Et si toute ma vie est en ligne et si tout ce qui est hors ligne devient inintéressant, c'est là où on entre dans une cyberdépendance et où il faut s'inquiéter davantage. C'est vraiment un continuum d'utilisation qui va de l'utilisation saine de la technologie jusqu'à une utilisation qui est problématique. Alexandra, est-ce que d'interdire l'usage, comme on le voit ici et là dans certaines provinces ou dans certains pays, l'usage, par exemple, du téléphone cellulaire ou des tablettes en salle de classe, lorsque ce n'est pas à des fins pédagogiques, est-ce que c'est une réponse ou est-ce que ça peut être une réponse efficace à la cyberdépendance? Ça peut être une réponse. Est-ce qu'elle est efficace? C'est sûr que c'est l'éducation qui doit primer. L'éducation passe par qu'est-ce qui se passe en salle de classe, mais aussi à la maison. Fait que plus on va informer les jeunes, plus on va augmenter justement ces facteurs de protection qui sont d'avoir une vie hors ligne, d'avoir des contacts sociaux, familiaux à la maison comme en salle de classe. Plus on va augmenter ces facteurs-là, mieux c'est. Fait que est-ce que c'est de couper complètement les jeunes de la technologie? Je ne croirais pas. Loïs le mentionnait tout à l'heure, on est en 2019, la technologie, elle est là. Donc, on ne peut pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Les jeunes y ont accès à ça. Maintenant, c'est vraiment de les éduquer sur la façon d'utiliser cette technologie-là. Merci Alexandra. Je reviens à vous, Loïs. Quel est l'impact de dépendance, qu'elle soit liée à l'alcool, aux drogues ou aux tablettes, à l'électronique? Quels sont les impacts de ces dépendances sur les familles, par exemple? Comment ça se manifeste? Bien, c'est vraiment une question importante parce que, comme on disait tantôt, quand les jeunes sont rendus à un point de dépendance, les familles en souffrent, la fratrie en souffre, les parents en souffrent et les proches, parce qu'il y a d'autres proches autour de ces jeunes-là, en souffrent aussi. Parce qu'au niveau de la santé mentale, il y a de plus en plus de sauts d'humeur, l'humeur est instable, il y a de l'isolement pour certains jeunes, les relations familiales deviennent plus conflictuelles, les parents deviennent dépassés. Ils ont essayé beaucoup de choses pour la majeure partie quand ils viennent nous voir et ils sont consternés devant le fait que ce problème continue à faire des ravages dans leurs jeunes, dans la vie de leurs jeunes. Au niveau social, souvent il y a des changements radicaux dans les fréquentations de ces jeunes-là. Soit parce que les jeunes se retirent, ou soit parce que les amis changent, avec les intérêts qui changent. Et le focus de la vie de ces jeunes change. Et au niveau scolaire, qui est un volet très important dans la vie de ces jeunes, les jeunes vont avoir plus de problèmes d'assiduité, vont avoir une baisse de motivation pour tout ce que ça comprend de réussir à l'école. Ça prend de la concentration, ça prend de la mémoire, ça prend de la présence, tu sais, ça prend d'être en bonne forme physique. De l'énergie. De l'énergie. Et bien sûr, sur le plan physique, puisque le focus devient la consommation ou les dépendances, mais on peut voir des changements au niveau de la tenue vestimentaire, soit au niveau d'un laisser-aller ou d'un changement en ce qui concerne les vêtements qui sont portés, qui peuvent changer et tout d'un coup, pour un jeune qui n'a pas d'emploi, tout d'un coup a de l'argent, on se demande d'où vient cet argent-là. Et donc, dans les différentes sphères de la vie de ce jeune-là, il y a des changements. Ces sphères-là ne sont pas comme des silos. Ils s'imbriquent, ils s'inter-influencent. D'abord, à mesure que la dépendance augmente, là, ils commencent à avoir vraiment des sérieux enjeux au niveau de la réussite, de l'estime de soi, de la qualité des relations et bien sûr de l'état de la santé mentale de ces jeunes-là.
Merci beaucoup, Loïs. Je reviens à vous, Alexandra. Vous êtes criminologue, psychothérapeute. Parlons un instant avant de continuer cet entretien de la question du genre, les dépendances des gens. Est-ce qu'il y a plus de jeunes gars que de jeunes filles, par exemple, qui s'adonnent aux drogues ou qui s'adonnent à l'alcool, qui s'adonnent à la cyberdépendance? Qu'est-ce que vous observez? En général, on voit qu'il n'y a pas une très grosse différence au niveau de l'intérêt. Donc, les jeunes garçons et les jeunes filles vont avoir un intérêt envers certaines drogues, vont essayer certaines drogues. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, par contre, si je regarde, nous, à Maison Fraternité, au niveau des références qu'on reçoit, des fois, les garçons vont être dépistés un petit peu plus facilement de par leur comportement. Donc, il peut arriver que les garçons qui consomment deviennent plus dérangeants. Et là, on va vraiment dans des stéréotypes, ce n'est pas tous les garçons, mais les comportements qui sont souvent un petit peu plus dérangeants vont inquiéter davantage, vont surprendre davantage les adultes qui vont là orienter le jeune garçon, versus certaines jeunes filles qui, dans un moment de détresse, vont avoir plus tendance à se refermer, sont moins dérangeantes, par exemple, en salle de classe, ont peut-être, et encore là, ce ne sont pas toutes, mais certaines jeunes filles ont moins de comportements qu'on va dire explosifs. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que quelqu'un puisse dépister la détresse de cette jeune fille-là. Donc, pour résumer, là, si j'ai bien compris, les garçons vont déranger, vont être turbulents, alors que les filles vont se retirer, vont s'isoler. Est-ce que c'est ça? Encore là, ce sont des stéréotypes, là, parce qu'on a les deux dans dépendamment du genre. Fait que je dirais qu'il n'y a pas une différence marquée, là. Mais c'est vraiment au niveau des comportements parfois qu'on peut généraliser. Par contre, au niveau de la cyberdépendance, on voit que plus de filles s'investissent dans les médias sociaux et plus de garçons s'investissent dans le gaming. Donc, c'est les tendances au niveau du genre qui se dessinent davantage au niveau de la cyberdépendance. Merci. Je reviens à vous, Alexandra. Que peut faire le milieu scolaire pour prévenir ou, lorsque ça se présente, pour au moins apporter des débuts de réponse, de solutions à ça? Bien, pour prévenir, vous l'avez bien dit, je pense que ça commence jeune. On veut en parler le plus tôt possible. Et en parler, c'est pas seulement parler des drogues, parler des substances. Ce qu'on veut, c'est vraiment bâtir la compétence des élèves, les aider à construire, à développer leur habileté sociale. Donc, c'est vraiment de reconnaître le fait que la consommation, elle est là, un peu comme on disait, la technologie, elle est là aussi. Les substances, elles sont là, c'est une réalité qui existe. Maintenant, comment est-ce que dans une situation de stress, d'inconfort, je vais gérer ce stress-là? Comment dans une situation de pression sociale, je vais gérer la pression? Comment est-ce que je vais m'affirmer? Je vais dire non. Si je développe toutes ces stratégies-là, bien là, on est vraiment dans les facteurs de protection. Donc, on est en train de développer chez un jeune enfant la capacité de faire des choix éclairés. Ce qu'on veut, plus l'enfant grandit, plus on veut qu'il ait accès à de l'information juste. Et c'est à l'école qu'on a accès plutôt que de passer par Internet et de lire toutes sortes de choses. Donc, on veut leur fournir des informations justes, vraies, pour qu'après ça, ils soient capables de prendre leurs propres décisions. La peur fonctionne très peu. La peur fonctionne sur le coup, sauf que quand le jeune se retrouve dans une situation, donc quand il se retrouve dans une situation de fête avec des amis, puis même s'il a vu quelque chose qui lui a fait peur il y a 6 mois, il y a 1 an, dans cette situation-là, ce qu'on veut, c'est vraiment une capacité d'autogestion puis une capacité d'affirmation qui soit assez développée depuis plusieurs années pour être capable de prendre sa décision quand il va être là puis qu'il n'y aura pas d'adulte pour l'aider.